Je vais commencer donc avec Nali. Donc Nali, tu es journaliste et chercheuse indépendante. Et tu travailles notamment autour de l'esprit forain, qui, selon toi, construit un rapport particulier à l'artistique, à l'espace de jeu, au public, à la surprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et comment relis-tu l'histoire du monde forain à la création contemporaine itinérante? Et quelles en sont ses spécificités poétiques? Alors, je vais me lever, ça sera plus simple peut-être pour m'entendre. Ça va au niveau du son? Oui. Bonjour à toutes et tous. Pour répondre à cette question, je vais aborder la question historique, le passé étant toujours riche d'enseignements pour comprendre où nous en sommes. Je trouvais intéressant de commencer par parler un petit peu du spectacle forain, puisque dans les différents vocabulaires, enfin les différents termes dont on dispose pour s'interroger sur l'itinérance, il y a notamment toute la culture foraine. Foraine vient de foris, donc c'est en latin ce qui désigne l'extérieur. Ça a donné aussi l'adjectif, le nom, foreigner. Donc on est dans ce qui vient d'ailleurs. Le spectacle forain est ce qui vient d'ailleurs. Le spectacle au sens large, hein, on n'est pas dans du théâtre uniquement. Le spectacle forain recouvre toutes les formes de disciplines qui existent encore ou qui ont disparu, mais qui se déplacent vers le public pour proposer une attraction, attirer l'attention des habitants pour venir découvrir souvent ce que l'on promet être extraordinaire. Le spectacle forain, de quand ça date? On pourrait dire que dès l'Antiquité, sur les marchés de l'Empire romain, on trouvait des saltimbanques. Mais là où on a le plus de documentation, c'est à partir de l'an 1000. L'an 1000 en Europe est le moment où se développent les grandes foires commerciales. Et qui dit affluence d'une foule pour des événements commerciaux qui pouvaient durer plusieurs semaines, dit également artistes, montreurs de curiosités en tout genre qui venaient se regrouper à l'occasion de ces foires sur ces lieux très variés. Donc le spectacle forain n'est pas uniquement lié aux foires, mais il s'est développé notamment dans les foires. Il s'est également développé en dehors des périodes de foires, dans les villages, sur les places publiques, évidemment. Voilà. Donc c'est simplement pour refaire un petit peu qu'on ait un historique rapide. Je vais jusqu'au 19e siècle où les foires commerciales disparaissent et laissent place à la fête foraine. Donc la fête foraine étant un lieu uniquement dédié au divertissement, où on va continuer à retrouver ces artistes, les artistes forains, jusque dans les années 1950-1970 au maximum, où les attractions vivantes vont déserter les fêtes foraines pour diverses raisons. Et les fêtes foraines qui, aujourd'hui, telles qu'on les connaît, sont surtout dédiées aux manèges mécaniques, aux attractions du type jeux, etc. Donc les attractions vivantes disparaissent. En tout cas, c'est cet héritage forain qui constitue peut-être une partie de l'histoire du théâtre itinérant. Donc cet héritage, il a été adopté, en tout cas de nombreux artistes s'en sont inspirés dès la fin du 19e. Donc l'un des premiers qui a décidé de s'inspirer directement du patrimoine forain, c'est donc Firmin Gémier. Donc son aventure du théâtre national ambulant est assez documentée. Donc on est en 1910. Et c'est lui qui, en tant qu'artiste, homme de théâtre, donc comédien, metteur en scène, décide de renouer avec cette itinérance traditionnelle pour montrer sa création sur les routes de France. C'est le pionnier, mais d'autres artistes vont adopter cet esprit forain. Alors, quand je dis esprit forain, c'est qu'on n'est plus du tout en présence d'entrepreneurs, d'artisans, de montreurs, mais bien d'artistes qui évoluent dans le champ des arts et qui décident de s'inspirer de tout ce patrimoine populaire.
On peut citer notamment pour les plus connus, ce sont des acteurs de la décentralisation. Donc Jacques Copeau, qui entre 1924 et 1929 va aussi adopter l'itinérance. Jean Dasté à la Comédie de Saint-Étienne, qui va également adopter l'itinérance. Donc là, on est dans les années 50. Voilà, ça, ce sont ce que j'appellerais parmi les premiers à adopter consciemment l'esprit forain. Maintenant, dans les années 70, ça continue bien évidemment. Et une compagnie de théâtre de rue comme le Théâtre de l'Unité avec la Deux Chevaux Théâtre, donc un entresort dans on va dire, dans sa forme la plus traditionnelle, c'est-à-dire un spectacle court introduit par un boniment et qui se répète plusieurs fois dans la journée. Donc on est en 1977. Les arts de la rue qui se développent à ce moment-là vont aussi puiser dans le patrimoine forain, comme ils vont puiser dans l'agit-prop politique, comme ils vont puiser dans les arts de la performance, comme ils vont puiser dans l'art politique. Voilà, c'est une des sources qui va irriguer la création dans les arts de la rue. Donc l'esprit forain, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est simplement jouer dehors ? Alors je pense qu'il y a différentes caractéristiques de l'esprit forain. Il y a d'abord l'espace. 5 minutes, merci. Il y a d'abord l'espace. C'est en effet inviter le public à être en immersion dans un espace qui peut le désorienter, en tout cas qui est un espace qui appartient aux artistes. On n'entre pas dans un théâtre où on a ses repères pour découvrir des artistes qui viennent chez nous. On est vraiment à l'intérieur de l'espace d'un artiste, et souvent avec une jauge relativement réduite, parce que cette échelle humaine, ce rapport les yeux dans les yeux, me paraît être un élément fondamental de ces spectacles que l'on pourrait qualifier qui manifestent l'esprit forain. Il y a aussi une dimension de l'artisanat au sens noble, c'est-à-dire que la technique et l'artistique vont de pair. On a des artistes qui souvent construisent leur propre structure, qui construisent les éléments du spectacle, les costumes, la scénographie. Ils pensent souvent eux-mêmes tous ces éléments-là. Donc on a affaire à des artistes qui ont une approche non pas hiérarchisée des différents éléments, mais qui construisent une dramaturgie, une écriture également avec les éléments les plus matériels. Donc cette dimension artisanale me paraît aussi un élément fondamental de la poétique de ces spectacles. Il y a tout ce rapport au corps, c'est-à-dire qu'on est en présence je parle du point de vue du public, on est en présence d'artistes qui nous regardent, il n'y a pas de quatrième mur, on est regardé autant que l'on regarde, et on est également dans un espace éventuellement de risque, c'est-à-dire qu'on peut être frôlé par des artistes, par les animaux, par des projectiles. Donc, c'est ce qui place le public en état de vigilance. Alors, ce que je décris là, c'est pour une certaine catégorie de spectacles. Ça peut être exacerbé dans des spectacles de cirque, dans des spectacles d'adresse directe au public. Mais cette dimension de frisson, de risque, éventuellement de répulsion, ce mélange d'attirance et de prudence, c'est aussi une des caractéristiques, à un certain point, des spectacles à l'esprit forain. Donc aujourd'hui, on est dans les années 2024. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un désir assez fort de jeunes artistes. Je pense que c'est aussi, suite au Covid, d'aller dehors, d'aller vers le public, de retrouver aussi ce rapport physique avec le public. Donc, juste 2 exemples. Bon, là, on est en 2018, c'est juste avant la crise du Covid. Mais Yann Frisch, magicien très reconnu du mouvement de la magie nouvelle, décide de construire un camion-théâtre. Et aujourd'hui, il crée ses spectacles à l'intérieur de ce camion-théâtre, 80 places. Donc, c'est un vrai pari au niveau de la diffusion. Pourquoi ? Pour retrouver, en fait, un espace maîtrisé par rapport à l'art magique qui demande énormément de précision. Donc, il y a une maîtrise de l'espace qui est proposé. Il y a un rapport au public aussi tout du long du spectacle, autour de la surprise, un spectacle qui interroge le rapport à la réalité. Je pense à Personne, donc sa dernière création.
Autre exemple, la compagnie Les Ombres Portées. Donc, on est dans le théâtre d'image, théâtre d'ombre. Leur prochain spectacle sera un spectacle pour l'espace public en camion-théâtre. Ce sera leur première expérience. Là aussi, il y a un fort désir d'aller vers le public. Je trouve ça significatif. Et pour terminer, sur la poétique qui me paraît être vraiment contenue dans ces formes-là, il me semble que le rapport au public, le fait de mettre au centre de la réflexion et de l'écriture la relation au public, me paraît être quelque chose d'assez notable dans cette approche renouvelée. C'est-à-dire que l'attention du public, au sens de l'énergie que l'on met à suivre quelque chose qui se déroule devant nous, devient un élément central. C'est-à-dire que l'ennui est quelque chose qui est considéré comme un symptôme d'un problème, au sens où l'attention du public est véritablement pris en compte comme un élément du spectacle. La surprise, cette notion de découverte, d'aventure et de vivre un moment commun. Le spectacle vivant vécu comme un partage, pas forcément consensuel, mais en tout cas un partage physique, ici et maintenant, me paraît aussi être un point commun des préoccupations de ces artistes-là. Donc je pense que ça correspond aussi à un désir du public de pouvoir vivre des expériences un peu en immersion, où on est à l'intérieur du monde des artistes, où on est confronté à quelque chose d'inattendu et où on vit ensemble quelque chose qui peut renforcer cette expérience du spectacle vivant qu'on peut tous avoir par ailleurs. Mais il me semble que ces formes-là exacerbent, et là je vois que j'ai terminé, et je termine juste, donc exacerbent cette sensation du spectacle vivant comme un bien commun vécu. C'est une notion que j'emprunte au philosophe François Flahault, qui parle du bien commun comme quelque chose qui ne peut se vivre que dans la relation. Et ça n'existe pas s'il n'y a pas de relation. Donc, un bien commun vécu, je pense que c'est une des choses importantes que nous font éprouver ces spectacles-là. Et voilà, je termine. Merci de votre attention. Merci Nali, merci de nous proposer cette base commune pour continuer nos réflexions, cette base commune poétique. Merci.